Ce week-end, c'était les amphis, les universités d'été de la France insoumise. On a pu voir plein de choses. En tout cas, je dis on a pu voir, moi je n'y étais pas. Il y avait plein de gens de la Brèche là-bas, mais moi je n'y étais pas, Chris non plus, donc on l'a pas vu directement, mais on a vu sur les réseaux pas mal d'images, de conférences, d'un spectacle de drone qui avait l'air assez fabuleux, avec des références à Thomas Sankara, Robespierre, à Louise Michel, enfin voilà, plein d'héros prolétariens et révolutionnaires. Et on a eu Manon Aubry, qui est passée à l'étape supérieure. On critiquait parfois Manon Aubry parce qu'elle nous faisait un peu du taxe de riche, elle se prenait un peu pour une démocrate américaine et nous, on est critique de ça parce que oui, bon, taxer les riches, c'est bien. Reprendre l'appareil de production qui permet aux riches, d'être riches, c'est un petit peu mieux et parfois taxer les riches, c'est quelque chose qui, au final, légitime le fait qu'ils aient, de la richesse et comme, bah, ils payent beaucoup de taxes, ils auraient le droit quand même d'avoir leur avis sur les choses et ça leur donne une sorte de prégnance, dans la société. Donc nous, on préfère aller à l'encontre du fait même qu'ils soient riches et montrer que ce n'est pas, juste et que c'est pas légitime, quoi. Bref, elle commence à dépasser ça, c'est assez intéressant. On voit la moïsation, la radicalisation de la France insoumise et même de Manon Aubry qui représente une certaine aile, moi je dirais peut-être un peu plus modérée, qui passe du coup un peu mieux aussi pour les élections européennes où l'électorat est tendanciellement un peu plus riche et un peu plus vieillissant, à ces élections et donc on va voir ce qu'elle nous raconte, on va voir les réactions du camp bourgeois, de Jean-Michel Apathy, hein. Ça c'est bien parce que Chris, ça le fait découpiller quand il peut parler de Jean-Michel Apathy parce qu'il va nous faire l'accent pendant tout Ah là, la capsule et d'autres personnes. Chris, est-ce que tu es chaud pour parler de tout ça? ouais, j'imite mieux Jean-Michel Apathy que Manon Aubry, je pense, mais ouais, en fait, ça m'intéresse parce que déjà, alors je suis en cure de flex, mais sans flexer, c'est bien parce que c'est ce qu'on avait un peu annoncé et ce qu'on estime, nous, nécessaire pour les camarades de la FI pour leur conquête du pouvoir, c'est-à-dire de surtout pas abandonner l'espace gauche, voire même de conquérir un espace gauche encore plus grand en radicalisant le programme. Pas simplement pour se démarquer, c'est pas simplement un jeu de discursif ou de positionnement communicationnel, c'est parce que, on va le voir, mais la crise exige d'avoir quelque chose de beaucoup plus à gauche que ce que tu as dit à l'instant en prenant l'exemple des impôts que simplement de faire de la redistribution. Donc je trouve que sur pas mal de sujets, la communication insoumise là commence à rentrer dans le dur, de se radicaliser. Ça c'est vachement intéressant, surtout venant une aile modérée et on va le voir dans la capsule, Manon Aubry reconnaît d'où elle vient, tu sais, de Oxfam et tout, tu vois, ce monde, bourgeois progressiste un peu, je le dis dans le bon sens du terme, tu vois, qui s'inquiète quand même des tendances critiques et oppressives du capitalisme néolibéral en crise et suraccumulant, voilà. Donc elle fait un chemin, il mérite d'être mis en avant. On va voir comment on peut aller encore plus loin et surtout, le fait qu'elle le dise aux amphis, et on va le voir, le format, ça va créer justement une bataille. Et là, ça va créer une bataille de ce que nous, on pense nécessaire pour gagner la présidentielle et élargir, pas simplement une bataille avec la droite ou l'extrême droite ou avec le macronisme, mais une bataille avec la gauche non Mélenchon. Parce qu'elle va rester sur ces dispositifs-là. Voire même, elle va mettre un doigt dans d'autres dispositifs. Et là, l'IFI va falloir, pour pas se faire reprendre, voilà, la radicalité ou une certaine forme de rupture, elle va devoir avoir un programme beaucoup plus conséquent. Donc c'est vraiment des bons signaux. Et ça nous permet, nous, de faire un petit peu un retour sur cette notion des impôts, de redistribution, de comment on crée la richesse, comment on la capte, comment le capitalisme fonctionne. Enfin, c'est vraiment assez riche, en plus de la polémique. Donc let's go. Et c'était un moyen pour nous de démarrer la semaine avec un bilan sur les amphis où on n'était pas. Ce n'est pas un boycott de notre part, c'est des choix de vacances. Désolé, voilà, on a les vacances avec les conjoints, les familles, la Brèche est en vacances aussi. Ouais, enfin moi je suis sûr que Zoé, quand même, elle a un petit peu forcé en interne à la brèche parce qu'elle disait qu'on bouffait mieux, à la fête de l'UMA qu'aux amphis, mais après voilà. Elle C'est bien disait parce que les huîtres, les plateaux de fruits de mer, les saucisses de Roussel et tout, ça je suis pas sûr que ce soit disponible aux amphis, hein. on verra, on verra. En tout cas, on sera à la fête de l'UMA, c'est bien que tu fasses le teasing. On sera à la fête du UMA, on vous annoncera ça un petit peu plus tard parce qu'il faut quelques débats se calment, mais il y aura des débats, soit Zoé, soit moi, à la fête de l'UMA, donc on y sera. Mais en tout cas, soutien aux camarades. Et en fait, après on n'est pas à la fête de l'UMA et on sera au salon du vin de Chablis le 22, 23 et 24. Les gens vont enfin comprendre nos priorités. Mais en tout cas, c'est super que les amphis fassent le plein, qu'il y ait beaucoup de monde, que tout le monde se rejoigne parce que c'est vraiment un moment pour se mettre en ordre de marche. L'année va être riche, l'année va être compliquée. Et il faut vraiment être en ordre de bataille, que ce soit directement les GA insoumis ou les groupes dont on fait partie nous, qui sont, on va dire, des supports et soutiens à la France insoumise, voire même des postes avancés, voilà, sur certains sujets. Donc c'est vraiment très important. C'est parti. Que nous dit Manon Aubry, qui, soi-disant, serait en furie selon les médias du système médiatique? On y va. Vous savez, moi, avant d'être élue au Parlement européen,
Je travaillais pour l'ONG Oxfam, je calculais, je faisais ces chiffres tous les ans sur les inégalités. Tous les ans, je calculais des chiffres qui étaient encore pires. Tous les ans, on se disait, mais le niveau d'inégalité atteint un niveau stratosphérique et on n'avait plus de qualificatifs. Et puis, on revenait avec notre rengaine habituelle, il faut taxer les riches. Mais c'est là où moi, j'en suis venue à cette conclusion, que taxer les riches, c'est pas suffisant. Je m'arrête là-dessus Let's parce que go. c'est nickel. Il y a d'ailleurs, ils en sont passés parce que la Boétie a fait des forums économiques là-dessus. Ils ont fait allez le voir ça, mais ils ont fait aussi des débats où il y avait déjà eu ce sujet qui était relancé. Mais c'est là où je trouve un truc intéressant. Tu vois, elle dit qu'elle vient d'Oxfam et d'associations qui comptent ou luttent ou tu vois de think tanks sur les inégalités. Et c'est ce qui va nous différencier nous marxistes de ça. C'est qu'en fait, on considère pas que les milliardaires sont inégaux aux gens qui ont un petit salaire. C'est pas simplement que leur salaire est inégal. C'est pas ça qui fait la différence. C'est pas une différence d'échelle, et effectivement d'échelle de plus en plus grande, comme le décrit Manon Aubry, qui fait qu'ils sont inégaux. La réalité concrète, c'est que c'est une différence de nature. C'est pas une différence d'échelle. Ils ne sont pas égaux en revenus parce qu'ils ne sont pas égaux en droit. Parce que l'un a le droit de la propriété et donc de ce qui va avec de l'exploitation, parce qu'on ne peut pas être milliardaire sans exploiter quelqu'un, quelque chose, mais souvent c'est quelqu'un. Il faut vous le mettre en tête, voilà. Surtout à titre individuel, on peut avoir des grands consortiums de sociétés d'action comme BlackRock. À la fin, il y a quand même des milliardaires qui en touchent, etc. Mais on peut imaginer, tu vois, des grandes sociétés par action où tu as plein de gens qui sont des porteurs, des petits porteurs et tout. C'est vraiment comme ça que fonctionne. Je vais me faire l'avocat du diable. Il y a peut-être des gens qui sont milliardaires sans exploiter. Bon, ils exploitent. En fait, ils touchent des retombées d'exploitation. Mais je me demande si LeBron James, il n'est pas milliardaire. Bon, LeBron James, Oui. il doit avoir des sociétés à côté. Mais c'est possible que ce soit en grande partie du salaire et des sponsors qui fassent qu'il est milliardaire. Auquel cas, évidemment, les sponsors captent de la valeur à un endroit et c'est sur le travail des gens et le redonnent à LeBron James. Mais en marxiste, c'est pas directement LeBron James qui a exploité les gens qui travaillent pour Nike ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, on pourrait trouver des contre-exemples et faire le Z. Ouais. Il faudrait même se poser la question si vous voulez vraiment faire une analyse marxiste des grands sportifs, s'ils sont des salariés purs qui coûtent très cher ou s'ils sont des moyens de production. Tu sais, genre une sorte d'équipement de la franchise, une machine qui coûte très cher à entretenir parce que elle te fait tu vois, un avantage concurrentiel sur les autres franchises et donc tu es obligé de la rémunérer. Alors une machine-outil ou un moyen de production dans une entreprise, bon bah ça dépense, tu vois, de l'entretien beaucoup, etc., via des salaires, via des équipements. Mais tu te dis, est-ce que en fait pour alors il est encore aux Lakers, je crois, il va peut-être changer LeBron là. Non, il a signé à Philadelphie. Là. Ah, il est aux Sixers, tu vois, Il a signé 2 ans, enfin 1 an et une player option d'1 an, je crois. Il va essayer de jouer le titre avec le camarade Joel Embiid. Ok. Et donc bref, mais tu vois, genre ils sont tellement uniques en fait les joueurs et c'est pour ça qu'ils coûtent très cher que c'est pas une espèce de moyen de production, tu vois, que sur lequel tu surinvestis pour pouvoir. Enfin, bref, c'est un autre sujet. C'est un débat parallèle en vrai. Là, on se touche un peu. Mais c'est vrai que c'est un débat intéressant parce que du coup, il y a des gens qui, sans avoir une entreprise réellement, même s'il doit y avoir des entreprises aussi, LeBron James, mais sans avoir directement une société et exploiter des gens, vont toucher de l'argent parce qu'ils sont tout en haut d'une industrie qui va les rémunérer, quoi. Et ça peut être pareil pour des chanteurs. Oui, Taylor Swift ou voilà, qui est milliardaire, etc. Et qui, en général, ça leur crée des structures mentales de capitalistes. Hein. C'est Non. pas le souci. Hein. C'est clair. Mais en tout cas, dans le monde en tout cas de la production, oui, tu as cette exploitation-là. Et donc, vraiment faire la différence entre dire non, mais les milliardaires ne doivent plus être. Alors, on va voir la question d'être interdit. On va voir comment ça se pose. Mais voilà. Les milliardaires sont un problème. C'est pas le fait que les autres aient moins. Si demain, genre, je sais pas, genre, il y a des gens qui sont milliardaires, mais qu'il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de pauvreté, il y a une redistribution, tant mieux, hein, ce serait très très bien. Ce serait même impossible, mais ça, faut comprendre un peu le système. Parce que le système capitaliste a besoin de pauvreté, de précarité pour pouvoir continuer d'exploiter. Mais imaginons même demain un système fantasque où il y aurait des milliardaires et des gens qui vivent très à l'aise à côté. Ça serait quand même un problème. Voilà, ce serait quand même un problème d'exploitation, et c'est-à-dire de droit entre l'humanité où une partie exploite l'autre, quoi. Et donc, faire ce passage mental, ça paraît rien, mais c'est fondamental dans l'analyse concrète de la situation concrète, dans l'analyse de l'état de la société. Donc c'est très bien que Manon Aubry fasse ce saut qualitatif pour parler en hegelien. Et puis l'analyse aussi du pouvoir qui est caché par ce rapport de propriété, parce que tu dis un rapport légal, ce qui est vrai, mais ce rapport légal, il vient entériner un rapport de pouvoir qui fait que, en fait, le milliardaire, bon, il a du pouvoir parce qu'il est riche, il peut acheter des médias, je sais pas quoi, mais il a du pouvoir aussi sur ses salariés. Je veux dire, demain,
Bernard Arnault, du jour au lendemain, s'il dit on délocalise ça, on délocalise ça. Tu vois, tu peux avoir tous les salariés qui sont contre, mais même les plus hauts cadres dirigeants qui disent c'est une connerie. Si Bernard, il a la majorité des actions dans une société et qui dit faut liquider et il faut délocaliser, il va pouvoir le faire. Et donc il y a vraiment cette problématique-là qui vient nous décentrer, je trouve, du quantitatif. Je veux dire, quelqu'un qui a 800 millions, il pose autant de problèmes à ce niveau-là que quelqu'un qui a 1,2 milliard, alors que celui qui a 800 millions, il n'est pas milliardaire. Et en fait, il vient même poser la question aussi du petit patronat. Question qui est, bon, on l'a vu l'autre jour avec notre antagoniste Trot Insta, là, mais qui est pareil à la France Insoumise, qui est souvent assez mal pensé en réalité, comme si, parce que les petits patrons, certes, il y en a qui peuvent galérer, qui peuvent être mal payés et tout, même si bon, ils se touchent aussi un peu là-dessus, mais bon, ça peut arriver. Il n'empêche que, c'est des gens qui ont un pouvoir entériné par le droit qui va leur donner, j'ai envie de dire le droit d'exploiter, voire même le devoir d'exploiter et structurellement le devoir de violenter autrui, plutôt aller à l'encontre du droit, du travail pour pouvoir refaire du profit. Et le problème des milliardaires, il est presque plus là. C'est-à-dire le problème, c'est presque plus le problème de la propriété privée bourgeoise que le problème juste quantitatif de quelqu'un qui a beaucoup. Parce qu'encore une fois, je pense que LeBron James, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins nuisible que certains milliardaires ou même que certains millionnaires qui eux-mêmes sont propriétaires de moyens de production. Et d'ailleurs, ça se voit parce que LeBron James, quand il va avoir de la thune, il va faire quoi? Il va se dire, ah bah tiens, moi je vivais à Akron, je sais pas si ça se dit Akron ou Akron, mais sa ville natale, enfin je sais pas si c'est natale, mais où il a grandi, et ben il va refaire toutes les écoles en donnant de l'argent, il va faire des trucs comme ça. En fait, il va avoir un rapport à son argent qui est, je pense, différent du rapport qu'on a au capital, c'est-à-dire de devoir gérer pour grossir. Même si évidemment, quand on a de l'argent, on peut aussi devenir un énorme capitaliste à la Tony Parker. Et LeBron James est en partie comme ça, même si je pense que c'est un des basketteurs qui a le moins le discours droitard. Il n'est pas du tout comme Michael Jordan ou comme Tony Parker, qui eux sont vraiment des gros droitards, limite libertariens. Tony Parker, c'est le délire quand il parle. Ah ouais, Je sais pas si t'as vu quand il parle de ses enfants. on avait prévu de faire sur autre chose, mais quand il parle de ses enfants et qu'il dit non, mais je crois qu'il dit on arrive à l'aéroport. Et puis ils disent bah non, mais nous on prend le première classe parce qu'on est riche. Et puis ils disent ah non, non, mais c'est pas vous qui êtes riche et tout. Et il dit ouais, bah je les ai mis en deuxième classe et tout pour leur apprendre la vie et tout. Et là, tu comprends le rapport entre le fait d'avoir de l'argent et le patriarcat, tu vois. Ouais. T'as une personne qui a l'argent. En général, c'est plutôt un mec. En général, c'est plutôt le père de famille, tu vois. Et qui va aller essayer de faire la leçon et tout en mode je leur ai appris la vie. Alors, c'est le gamin de Tony Parker, même si une fois tu vas en deuxième classe, c'est très bien que t'as un héritage de ouf. Et ça change rien. Et puis c'est ouais, là ils ont compris. Puis c'est genre en plus le truc du style je lui fais fermer sa gueule en tant que père riche, tu vois, pour qu'il puisse avoir l'argent après, alors qu'il sait très bien qu'ils vont avoir l'argent après, tu vois, genre ça existe très très peu, les mecs qui laissent crever leurs enfants, tu vois. Donc c'est intéressant ce que tu dis, pourquoi? Parce que le fond de... On pourrait croire que c'est dévié, là, ce qu'on dit sur Tony Parker, que c'est une digression à la pas du team classique, mais en fait, c'est faire disparaître les milliardaires aussi, c'est faire disparaître ces structures mentales-là, tu vois, les structures mentales de Tony Parker, ce rapport-là aux enfants, ce rapport-là au moi qui est haïssable, comme dirait Pascal. Ce qui est incroyable en plus avec Parker, c'est qu'il a ce côté en mode entrepreneur, j'ai réussi. C'est limite, il t'explique qu'il a réussi à partir de rien. Et frérot, quand tu investis et que tu touches 40 millions par an, c'est quand même plus simple pour investir que quand tu pars de rien. Je veux dire, frérot. Et en fait, le truc bizarre, c'est si tu avais fait faillite et que tu n'avais plus rien. Parce que quand tu touches des salaires, je sais pas combien il touchait en carrière, mais il touchait, je pense, au moins 10 millions de dollars par an. Il a joué pendant 20 ans. Enfin, à un moment donné, il a dû toucher un bien 200, 300 millions de dollars, plus des pubs et tout. Ah oui. S'il arrive à faire faillite, le gars, c'est vraiment le roi des débiles. Hein. C'est ça le pire, quoi. Et donc, tu vois, ces mentalités-là, justement, ce que tu dis, qui reproduisent une forme de patriarcat, une forme aussi d'anti-collectif. Là, le côté, je me suis fait tout seul, donc la société est contre moi, elle veut me prendre mon argent et tout. Tout ça, faire disparaître les milliardaires, faire disparaître les riches, faire disparaître l'exploitation, c'est faire disparaître ces structures mentales-là, tu l'as dit, hein, le fond du rapport de pouvoir, qui empêchent de faire société. Je refais un petit digression, c'est intéressant ce que tu dis sur le pouvoir par rapport à la bourgeoisie, et spécialement face à la bourgeoisie française. La bourgeoisie française, en plus, elle a une particularité, très intéressante, c'est que c'est une bourgeoisie à qui on confère d'abord du pouvoir avant de conférer de la propriété. Elle naît, tu sais, dans la lutte entre le pouvoir centralisé monarchique français et l'ancien pouvoir féodal disséminé dans les seigneuries, les baronnies et tout. Et donc, on lui délègue un pouvoir. Et elle va conquérir la propriété de ce pouvoir, l'héritage de ce pouvoir, et donc la richesse elle va se le faire attacher définitivement. Ça va pas être simplement délégatif comme aujourd'hui vous êtes fonctionnaire. C'est comme si, imaginez demain les fonctionnaires arrivaient à faire la conquête sociale
que leurs enfants deviennent fonctionnaires automatiquement. Tu vois ce que je veux dire, la classe que ça créerait. Eh ben, la bourgeoisie naît d'abord dans le pouvoir. Elle naît d'abord dans une classe qui va prendre du pouvoir aux seigneurs, aux barons, pour constituer la monarchie absolue. C'est pour ça que d'abord, les gens qui pensent que la bourgeoisie, elle est libérale, tu sais, c'est d'abord les Lumières. Non, les premiers grands textes politiques de la bourgeoisie, tu sais, c'est des textes juridiques. Donc c'est pour ça, ça s'articule, c'est les Jean Baudin, tu vois ce que je veux dire, les 5 théories de la souveraineté. C'est vraiment très intéressant, où justement, c'est des gens qui vont vanter la monarchie absolue, tu vois, ils vont vraiment parce qu'ils en font partie intégrante. Donc, elle naît dans le pouvoir, la propriété et l'économie est secondaire. Donc, c'est vraiment important ce que tu rappelles ça, qu'il y a d'abord un rapport social, d'abord un rapport de pouvoir, ensuite qui s'institue et qui devient permanent par la propriété, et enfin, là, la machine à cash déroule et tout. Et ça, c'est très très important dans l'histoire de la société française. Et pour finir là-dessus, juste pour revenir sur cette histoire-là de noblesse de robe, ça se voit dans les textes, mais même plus tardifs, hein, parce que j'avais lu un gars qui disait ça, mais en gros, même chez Kant, tu vois, il y a le côté, le jugement, tu vois, la faculté de juger. Et en fait, c'est une faculté de décider, tu vois, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. En fait, il y a cet imaginaire quand même du droit, du jugement, encore une fois, de la loi, qui est omniprésent même dans la manière dont les concepts sont décrits, quoi. C'est des concepts, on croirait du droit, alors que c'est de la pensée. On aurait pu imaginer quelque chose avec un registre, on va dire, de vocabulaire beaucoup plus scientifique. Et en fait, c'est un registre assez juridique. Et tu l'as aussi dans le contrat social, tu l'as aussi chez Montesquieu. Enfin, tout ça, ça se voit que c'est des gens quand même qui viennent, beaucoup d'avocats, beaucoup de juges, qui viennent de ces facultés d'État, qui sont des fonctions qui leur ont été déléguées et qui ne sont pas exactement les mêmes fonctions que tu vas retrouver, je sais pas, chez les penseurs marxistes. Tu as très peu de théorie du droit, tu as très peu ce vocabulaire-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des MP en me disant: «Ouais, faut lire quoi sur le droit chez les marxistes?» Pazoukanis, qui est Ouais, voilà, vraiment... t'as Pazoukanis. Je dis t'as Pazoukanis, je l'ai pas lu d'ailleurs, mais t'as Pazoukanis. Je Je l'ai sais lu que 2 t'as un fois. gars qui a écrit dessus, mais t'as pas beaucoup de gens en fait qui parlent Non, de ça. très Parce peu. que c'est quelque chose qui n'est pas dans la pratique des gens qui écrivent du marxisme. C'est très peu des avocats en fait qui écrivent du marxisme. Un des rares gars qui a été vraiment dans le droit, je crois que Lénine a fait un peu de droit, Ouais, il en a fait mais un il l'a peu, je jamais crois. pratiqué vraiment. Fidel aussi, il a pratiqué un petit peu, je crois, mais c'est pas non plus classique de chez classique. Et surtout, après, dans les organisations révolutionnaires, dans les syndicats et tout, c'est pas classique non plus. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui Et c'est va aussi être parce que... très mis en avant, quoi. C'est aussi parce que Marx, tu sais, et Engels aussi, sortent de l'hégélianisme, d'abord hegelien de gauche, et ils sortent de l'hégélianisme, là où Hegel, justement, sera vu comme un révolutionnaire conservateur à la fin, tu vois, surtout par Marx et tout, justement parce qu'il aboutit justement à cette théorie de l'État et du droit, tu vois, pour gouverner la société, tu vois. Donc le juridique, c'est le conservateur chez Marx. Dès sa plus jeunesse, sa rupture avec Hegel, ça rompt justement sur cette logique-là, qu'on va pouvoir faire société et qu'on va pouvoir être réellement révolutionnaire, concrètement révolutionnaire, par le droit, tu vois. Donc c'est pour ça qu'après, toute la tradition marxiste s'en tape du droit un peu des fois de manière bête, tu vois ce que je veux dire, parce que mais bon, pas bête, mais c'est que des fois t'as pas le temps, tu vois ce que je veux dire, mais un peu en le rejetant comme si c'était inutile, tu vois. Ça peut être secondaire, mais c'est pas forcément inutile. Et surtout parce que en fait, Marx va très vite. Et quand il dit par exemple dans le manifeste, la bourgeoisie a conquis le pouvoir économique avant le pouvoir politique, tu vois, parce qu'il y a une espèce de, tu sais, de la Révolution française et tout, il oublie que d'abord elle a conquis un pouvoir juridique, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça sa différence entre les deux, quoi. Enfin, il oublie, je pense pas qu'il l'oublie, il est trop brillant pour ça, mais en tout cas pour lui il fait le truc et il a raison. Et il dit de toute façon, et ça je pense que c'est encore vrai, il dit de toute façon le prolétariat lui il peut pas, il a pas le temps, enfin en tout cas ça n'est pas permis. Il va falloir d'abord conquérir le pouvoir politique. Et c'est là où il a raison, parce que si on fait la genèse qu'on vient de faire aujourd'hui, à la fin le politique prime surtout, et surtout prime le politique. Et si tu conquiers le pouvoir politique, bah effectivement t'as le moyen de verrouiller une société par le droit et ensuite par l'économie. Mais c'est très important, ça paraît rien du tout, mais ce retournement-là, de ce que fait là Manon Aubry, c'est ça. Elle fait le retournement de penser qu'on va régler les problèmes de la société sans remettre en question le pouvoir politique et juridique, parce qu'elle était dans Oxfam et tout, simplement par l'économie, simplement par la redistribution, tu sais, les impôts et tout. Et non, en fait, elle dit, bah non, ça va pas suffire. Il va falloir reprendre le pouvoir politique pour verrouiller la société par le juridique. Donc, elle se marxise un peu, Manon Aubry, c'est très important. Et que si l'on veut être clair dans une société où on va remettre les choses à l'endroit, c'est qu'il ne faudra
Alors là, big up à Remettre les Manon. choses à l'endroit. Le dog whistle, Martin. Alors là, il n'y a pas plus marxiste que cette phrase, le monde à l'envers, remettre les choses à l'endroit. Quand je l'ai entendu, mes oreilles, tu Ah sais, ouais, j'ai si, fait, ouais, si. Le dog whistle. bravo Manon, quoi. Je sais pas qui écrit tes discours, Manon, ou qui te conseille, mais en tout cas, c'est des gens sérieux, quoi. Non, taxer les riches, mais interdire les milliardaires. Parce que s'il n'y a plus de milliardaires, alors il n'y a plus personne qui détient les médias. S'il n'y a plus de milliardaires, il n'y a plus personne qui massacre la planète, comme l'a décrit Cyrielle. Alors, c'est bien, mais moi, j'aime pas. J'aime quand même. Je vais être chiant parce que c'est mieux. On Mais peut pas faire tout le chemin. Hein. interdire les milliardaires, déjà, moi, je suis désolé. Ça me rend de droite. Ça me rend de droite, ça paraît foireux, ça paraît. Qu'est-ce que ça veut dire interdire les milliardaires, tu vois? Ouais, j'aime pas trop parce que ça fait un peu démago. En fait, je suis même pas sûr, notamment pour les personnes qui sont des classes populaires, qui s'intéressent pas trop au débat politique. T'arrives, tu dis interdire les milliardaires. Je suis pas sûr que ça leur parle tant que ça. Alors que je pense que c'est fait justement pour paraître moins radical que de dire on va interdire la détention de médias ou quelque chose qui serait vraiment très tranché sur certains domaines, peut-être plus cohérent. Là, tu sais pas trop pourquoi, tu as le droit d'avoir 900 millions, tu pas le droit d'avoir 1 milliard. Moi, je trouve que ça fait un peu démago comme truc. Donc c'est mieux, mais je sais pas, il y a quelque chose en moi qui me dit putain, mais je verrais ça en étant dépolitisé, je me dirais c'est quoi ce truc nul quoi qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour draguer un électorat qui n'existe peut-être pas en fait. Elle va préciser ensuite. Je trouve l'interdire est flou, quoi. Donc c'est pour ça que ça me plaît pas trop, moi non plus. Mais je pense qu'interdire les milliardaires, il y a peut-être des gens, pour nous, effectivement, ça fait pas d'effet. Il y a des gens pour qui je pense que le slogan peut faire un effet. De dire, enfin, ils ne doivent plus exister. Tu sais, il n'y a pas réguler, contrôler, tu vois, genre, ce n'est pas légitime d'être milliardaire. Je pense que c'est pas rien, tu vois. Je vais faire Non, l'avocat mais c'est mieux, de je suis Manon. dur, mais il y a un Non, non, côté mais un peu slop, suis chelou, d'accord. moi, je trouve. Je suis d'accord, parce qu'en fait, on comprend pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme tu dis, on fait T'arrives, tu stagner ton plafonnes à 900 patrimoine. Hein, voilà, millions, tu vois, c'est ça. 999, et là, tu peux C'est plus. ça. enfin, Non, C'est moi, je ça. préférais qu'on dise que, à la limite, je préfère qu'il y ait des milliardaires et qu'ils soient complètement cadenassés comme en Chine, tu vois, que le fait qu'on interdise les milliardaires. Enfin, c'est pas ce qu'elle Oui. entend par là, tu vois, mais j'ai du mal à comprendre. Bon, après, il faudrait se poser la question si en Chine, c'est légitime d'être milliardaire aussi, tu vois. Mais Ouais, en non, tout non, cas, non, c'est sûr. mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu as envie de dire presque à la rigueur, un milliardaire qui touche son argent d'une rétribution d'un État planifié denguiste me pose moins de problèmes qu'un multi-centaine de millionnaires qui touche sa rétribution du marché et de sa propriété individuelle. Tu vois, c'est là la différence qu'on fait quand on dit qu'il y a deux systèmes de production quand on parle de la Chine. En fait, ce qu'il faut dire, moi je l'entends aussi, mais je pense pas que les gens l'entendent comme ça, mais on peut l'entendre, c'est interdire dans le sens, et c'est ça qu'il faut faire, impossibiliser les milliardaires. Oui, Rendre, oui, oui. tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pour ça que je te dis, je sais pas ce que ça veut dire son slogan et tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a quand même un saut en passant de interdire à contrôler, réguler. Tu vois, il y a un côté. Si ça se trouve, elle est plus stale que nous à interdire les milliardaires, c'est elle passe au pouvoir, elle enferme tous les milliardaires déjà. Elle commence par là. Et après, elle négocie, mais les mecs, ils sont en prison quand ils négocient, donc ils négocient pas pareil, quoi. On a déjà une Minia avec Manon en tenue soviétique et Bernard Arnault en prison. Merci. Très bien. Voilà. Voilà. Donc non, ouais, non, mais c'est vrai que c'est flou, mais on va voir, elle va aller. Attends, je vais continuer. Si on interdit les milliardaires, plus personne ne détient les médias, c'est pas vrai, tu vois. Ça peut Alors oui, être, ça c'est faux par une contre. Ça peut être une société, enfin, je veux dire, ça n'a pas trop de sens, tu vois. C'est vrai, c'est ce que j'allais dire justement, j'allais oublier, tu vois, tu m'as fait dire. Là par contre, elle se trompe. Parce que tu peux très très bien imaginer une détention de médias privés dans une coopérative de gens d'extrême droite, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Qui sont puis, pas s'il a milliardaires. des médias, il est pas milliardaire, tu vois. Tu pourrais très bien imaginer une scope de non-milliardaires Bien sûr. d'extrême droite, tu vois, qui fait la pluie et le beau temps et tout. Ça n'a pas besoin d'être millionnaire ou milliardaire pour détenir les choses. Donc c'est là où il y a quand même encore une confusion entre Mais c'est pour ça qu'en fait, la le question de flux la et le stock. propriété, la question de la propriété, elle est centrale. Et quand on enlève ça, du coup, on vient sur quelque chose qui est lié, mais qui est un peu moins. Tu sais, c'est comme si tu voulais lutter contre le patriarcat et tu disais, on va interdire les gens qui ont des barbes. Oui, tendanciellement, les gens qui ont des barbes, c'est plus souvent des hommes. Mais pour autant, est-ce que le truc se trouve là? Là, je trouve qu'il y a un peu de ça, tu vois. Oui, les gens qui sont milliardaires, oui, ils font partie du problème. Mais est-ce que vraiment le problème, il est là? Je sais pas, tu vois. On va écouter Manon. Je sais pas si la parallèle était bon, mais Le parallèle était pas mal, moi j'ai bien aimé. Que te dit Manon sur cette interdiction? Oui, moi j'assume de dire que interdire les milliardaires doit être un objectif politique. Contrairement à ce que des marxistes rabougris
comme Padu viennent dire. Et pour obtenir et arriver à cet Moi, objectif, j'ai envie de dire, je politique. préfère LeBron James milliardaire à un patron de feu vert. Mais après, c'est mon avis personnel. Ça ne représente pas l'avis de la brèche, mais voilà, c'est mon avis. Ah, moi aussi, je préfère donner des milliards à Lionel Messi que 200 000 euros à un patron de bar tabac, hein, ça c'est sûr et certain. Ce que l'on mettra en œuvre dès que l'on sera au pouvoir, c'est une taxe Zuckman augmentée, c'est-à-dire un minimum de 3% payé par les plus riches à partir Juste image de du 100... Zuckman augmenté, tu vois. C'est comme le blanc augmenté, il y a le Zuckman augmenté. Le Zuckman augmenté, c'est vraiment un truc genre, tu sais, roboïde de Zuckman. Bref. millions de patrimoine. Allez, on Ça, fait c'est un quoi, exemple. 3%, pourquoi? Alors, c'est là où Manon a encore un peu de boulot. Donc, elle va demander un minimum de 3% payé par les plus riches à partir de 100 millions de patrimoine. Donc, la taxe Zuckman. Mais c'était pas ça, c'était sur le capital, non? Oui, mais c'est pareil. La taxe Zuckman, c'était 2%, je crois. Donc là, c'est augmenté de 50% pour Manon Oui, Aubry. À partir où tu as 100 millions de patrimoine, tu payes 2% pour Zuckman, 3% pour Manon Aubry sur ton patrimoine. On avait fait aller voir une capsule là-dessus. Ça, c'est quand même intéressant. Parce que ça, c'est aussi une rupture fondamentale. Et c'est pour ça que ça met tous les... C'est vraiment les économistes libertariens en sueur. Quoi? Comment ça? On va nous taxer sur un truc qui produit peut-être pas d'argent. Tu sais, genre notre patrimoine. Tu vois, c'est vraiment C'est vrai ça. que t'as beaucoup de mecs qui ont 100 millions d'euros mais qui produisent pas d'argent avec. Tu vois, ça existe vachement, quoi. Tu sais, genre, c'est un stock, c'est pas un flux. Tu vois, c'est pas des revenus. Tu vois, donc... Et nous, on va répondre. On va dire, les gens qui ne comprennent pas, tu sais, j'ai vu des gens, tu sais, c'est pas débunker ça, etc. Je dis, mais c'est justement parce que vous ne comprenez pas de cette taxe et qu'elle vous rend fou qu'on va la faire. En tout cas, qu'il faut la faire. Et je trouve que, alors, en tant que marxiste, nous, la taxe Zuckman, on est à autre chose, quoi. Dans le programme de la Brèche, il n'y a pas la taxe Zuckman. Vous voyez, il y a des dispositifs beaucoup plus radicaux. Mais je trouve la taxe Zuckman très intéressante. J'avais vu un débat là-dessus de, tu sais, Zemmour, là, Michael Zemmour, là, qui avait dit ça, qui avait dit, ce qui est intéressant dans la taxe de Zuckman, c'est pas tant le niveau que tu mets, les 100 millions, les 2%, les 3%, c'est que dès que tu, moment où tu l'installes, tu es obligé de connaître le patrimoine de tout le monde. Tu vois, c'est pas simplement les revenus comme l'impôt sur le revenu, etc. Tu es obligé de rendre transparent à l'État les patrimoines de tout le monde. Et ça, c'est un truc qui ressasse, tu sais. Toi qui révises l'histoire de la Révolution française, là, avec Henri Guillemin et tout, voilà. Tu sais que la bourgeoisie française, en plus, qui est une bourgeoisie, comme on l'a dit tout à l'heure, qui vient de l'État, qui vient des charges de l'État, qui est très peu industrielle, qui est très financière, qui est très orientée vers les banques, etc., a toujours refusé qu'on fasse l'impôt sur le revenu très longtemps. Il a fallu attendre qu'ils fassent l'effort de guerre de la Première Guerre mondiale pour faire l'impôt sur le revenu. Pourquoi? Pas tant parce qu'il fallait payer un petit bout, ils auraient pu, tu vois, mais parce que ça rendait leur revenu, comment dire, public, quoi. T'as une forme de publicité de leurs revenus, quoi. C'était la fortune des riches dévoilée, tu vois. Et ben là, c'est pareil pour le patrimoine, tu vois. Et on va leur dire, non, vous allez payer une taxe sur le patrimoine. Je le rappelle, donc les taxes, c'est de dire, ouais, vous avez 100 millions de patrimoine et vous allez devoir payer 3% de votre patrimoine en monnaie, vous allez transformer un stock en flux. Pour les gens qui disent c'est impossible, faut surtout pas faire ça, les soi-disant économistes, etc. Je rappelle, tous les gens, et plein de gens qui sont à mon avis dans nos coms, qui sont propriétaires de leur maison, vous le faites tous les ans, ça s'appelle littéralement de la taxe foncière. Hein. Votre maison, quand vous êtes propriétaire, que vous habitez dedans, elle vous rapporte pas de flux à l'année. Donc c'est littéralement, on prend votre maison, on estime combien elle peut valoir, etc. Et on vous prend une partie de votre revenu, de votre salaire, à partir de votre patrimoine. Bah là, on va juste faire pareil. Voilà, on va juste faire pareil. Et comme dit Padu, les gens qui vont nous expliquer qu'ils ont 100 millions d'euros de patrimoine, mais qui sont au SMIC ou au RSA à la fin, et j'aimerais bien les trouver. Allez, 100 millions, donc combien ça fait? Si on prend le Zuckman augmenté, comme dirait Manon Aubry, 3%, bah, ça fait 3 millions, tu vois. Moi, je vais me dire, quelqu'un qui a 100 millions de patrimoine, comment ça se fait qu'il n'est pas capable de payer? Alors en plus, il doit y avoir, je suis pas sûr que ce soit 3 millions, parce que je pense qu'il doit y avoir des assiettes, et des... Enfin bon, bref. Mais admettons, c'est 3 millions sur 100 millions. Enfin, m'a expliqué comment 100 millions d'euros, il ne peut pas les payer. Et ben moi, je vais même dire, on va aller plus loin. Si vous avez des actions qui vous rapportent rien et que vous demandez le RSA et que vous touchez pas vos actions, on va faire que l'État, il va dire, bah, c'est pas grave, vous nous donnez pas votre monnaie, vous nous donnez 3% de votre patrimoine. Vous nous donnez 3% de vos actions. Et ça, c'est aussi un moyen
de récupérer publiquement, de resocialiser du patrimoine qui appartient à du privé, tu vois. Donc vraiment, l'attaque Zuckman, ça les rend dingos. C'est un truc, moi, que je considère un peu SOSDEM, etc. Mais c'est quand même une rupture. Comme l'impôt sur le revenu était une rupture, cet impôt fondamental sur le patrimoine est une rupture que les capitalistes, sur lesquels ils vont devenir fous. Et on va voir que des gens qui vont être très soutenus par le capital, comme Hollande ou Glucksmann, etc., on va voir comment ils vont gérer ça avec l'attaque Zuckman. En tout cas, c'est un très bel objet de moïsation, de débat sur l'élection présidentielle. Donc je trouve très très bien, quoi. Surtout que ça paraît aux yeux de la population, ça paraît dérisoire, 3%. Tu te dis, voilà, moi j'ai, je sais pas, j'ai 10 000 balles sur mon compte, je peux payer 300 balles, quoi. Genre la plupart des gens se disent, ouais, c'est pas un truc de dingue, quoi. Et là, ça va rendre fou plein de gens. Et là, les gens vont se dire, c'est bizarre quand même que ça les rende fous et tout. Ils veulent vraiment pas être dans la solidarité. Enfin, c'est pas mal, ça. C'est ça. Mais tu dis, bah non, mais si vous pouvez pas les donner, tu vois, par exemple, imaginons que Elon Musk se déclare, je sais pas, personne, comme Isabelle Balkany, personne seule, ou je sais pas quoi, tu vois, et qui dit, bah non, mais moi, mes 600 milliards de capitalisation, en fait, je touche rien, je suis au RSA, bah on lui dira, bah tu lui donnes tant d'actions, et donc on va rentrer au capital de ton entreprise Elon. Là, tu vas voir, quand on va faire ça, 100 milliards, ça fait 18 milliards à donner, du coup, c'est pas mal. Mais tu sais que quand, à mon avis, on va leur dire, en fait, non, mais si vous n'arrivez pas à payer en monnaie, quoi, tu vois ce que je veux dire, en flux, bah nous, on vient directement piocher dans le stock, c'est-à-dire rentrer dans le capital dans la capitalisation de votre entreprise. Tu vas voir qu'ils vont les trouver. Non, mais en fait, je vais m'arranger. J'ai pas pensé. Tu vois, ils vont les trouver, les mecs. Exercice qui gagne. Qui a un patrimoine de plus de 100 millions dans la salle? Bah, tu lèves la main, s'il te plaît, sois honnête avec Ah, monsieur, toujours, hein, n'hésitez pas à aller faire un don, on est toujours preneur. Bon. Il y a Pigas qui a levé la main. Pigas, c'est ça, le Tchad, moi. En vrai, c'est drôle quand même. Mathieu, on t'a reconnu. Oh, ouais, personne va nous faire croire que... C'est pas du vrai argent, il le possède pas vraiment. Ah merde, il y a Usul. Au lieu de faire le fanfaron, là, t'iras voir ce qui se passe en Ukraine, là. Comment tes amis ukrainiens, là, envoient des gens de force menottés pour aller se battre sur le front de l'Est, là, de la guerre de libération, là. Mais Usul, en plus, là, ce qui me fait rire, c'est que là, il tient des positions SOSDEM, mais normalement, quand il tient une position comme ça, 5 ans après, il la tient premier. Donc c'est pas très foncier. C'est ça. Voilà. Il s'est pris au jeu. C'est vraiment backseat, hein. Bon, j'ai pas le temps de répondre à cette affirmation, mais je le reprendrai dans les questions parce que... Là, tu vois, il faut vraiment prendre cet exemple, l'AFI, de la taxe foncière. C'est vrai que quand vous avez une maison qui est estimée à 300 000 € et un terrain, je sais pas quoi, c'est pas du vrai argent. Vous pouvez pas vendre un bout de votre maison, voilà. Mais on vous demande d'avoir le revenu suffisant de votre train de vie pour pouvoir payer la taxe foncière sur cette maison. On va juste demander aux capitalistes de faire pareil sur l'intégralité de leur patrimoine. Donc c'est quelque chose de très simple dont ont l'habitude tous les gens, quoi. Un truc, il paye quoi d'ailleurs, Édouard Philippe, là, sur sa maison à 15 millions d'euros en Sicile, là. C'est quoi cette histoire d'ailleurs? Parce que je sais pas si vous avez vu, il y a quelque chose qui est sorti comme quoi Édouard Philippe aurait acheté l'an dernier, si j'ai bien compris, une maison à 15 millions d'euros en Sicile, alors que de ce que j'ai compris, il déclare un revenu qui est pas très gros, je crois moins de 100 000 € par an, ou enfin pas très gros pour lui, hein, pas pour moi, ou voilà, mais pour lui c'est pas énorme, surtout si tu achètes un truc à 15 millions d'euros, donc affaire à suivre. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis que c'est sorti dans la presse en tout cas, et que ça me paraît un peu bizarre. Moi, ce que j'aime bien, c'est que bizarrement, depuis qu'il y a Gabriel Attal qui veut se déclarer candidat, Édouard Philippe, il y a plein de trucs judiciaires et médiatiques qui lui tombent dessus, c'est bizarre, hein. Je pense que Macron n'aime pas trop le successeur, a priori. C'est un peu genre Didier Deschamps avec Zinedine Zidane, quoi. S'il peut se planter, ça m'arrange, quoi. Mais donc, la taxe Zuckman, c'est faire en sorte qu'on puisse payer à minima. Est-ce que sur société, il détient les 300 000 €, c'est du patrimoine, il va devoir les payer? Ah bah non, c'est à 100 millions, merde, j'ai pas pensé. C'est même pas un impôt de solidarité sur la fortune que lui, on rétablira, mais pas version light comme ça existait à l'époque. Nous mettrons en place un impôt de solidarité sur la fortune renforcé qui permet... Manon, elle est marrante, elle a que des adjectifs, tu sais, augmenter, renforcer. Ça, c'est ce qu'on a dit, hein. C'est le fond du truc, c'est vraiment la bataille à gauche. Zuckman augmenté, ISF renforcé. Faites attention. Sécurité sociale absolue. Non, mais faites attention, parce que là, vous êtes juste en train de rajouter un épithète à des mécanismes qui seront repris aussi par vos adversaires. C'est pas une bonne chose. Tu peux le faire une fois et tout, mais franchement, si demain, la taxe Zuckman est adoptée par Hollande, Glucksmann, Tondelier, je pense que oui, tu vois, l'AFI
mais que le jeu c'est moi je prends 2, moi je prends 3, moi je prends 1,5, je suis désolé, la FI c'est pas bon pour vous, quoi. Parce que vous incarnez pas la rupture, vous incarnez la gauche. Et vous allez incarner une mesure de toute la gauche, quoi, avec des taux différents, etc. Mais ça, c'est pas suffisant. Donc faites gaffe à ça. L'ISF, c'est pareil, c'est pour ça qu'elle est obligée de mettre des épithètes. Là, par contre, il y a un problème. Vous n'êtes Surtout pas que si vous êtes au second tour, vous avez quand même beaucoup de chances de devoir à moitié renégocier avec des forces de gauche, publiquement ou pas, pour les législatives et pour avoir un soutien. Donc si vous partez à 3% et les autres à 2, vous êtes là à 2,5, c'est de la merde à la fin. Enfin, c'est ça. Alors que si vous avez un programme qui est vraiment de rupture, ou je sais pas, mais par exemple, là, elle parle des médias. Elle pourrait dire, je crois qu'ils l'ont ça dans leur programme, qu'il est interdit d'avoir 2 médias différents, je crois, quelque chose comme ça. Ça, déjà, c'est intéressant. À la limite, c'est peut-être plus à mettre en avant. Et puis même, on pourrait poser la question de la propriété privée des médias de manière générale. C'est-à-dire tout média, on va dire, grand public, ou tout média, par exemple, qui passe sur une chaîne télé, on pourrait dire il n'y a pas de propriété privée de ces médias-là, ou alors des trucs, je sais pas, par participation à moins de, je sais pas, 2% chacun, ou un truc comme ça, tu vois, un truc très partagé, où t'as pas un actionnaire majoritaire ou semi-majoritaire à 40%, quoi. Où on pourra obliger les médias à être des sociétés de type particulier, tu sais, comme les sociétés sportives à un moment donné et tout, sans capitaux, d'être obligés d'être des sociétés. Par exemple, on pourrait obliger les médias de presse à être des sociétés associatives, des SAM, voilà, on va créer ça, les SAM, sociétés associatives de médias, où tu ne peux pas avoir de propriété capitalistique dedans, comme n'importe quel assaut de 1901, tu vois. Donc, ça voudrait dire que tu ne peux pas être un média si ta forme juridique n'est pas une SAM, quoi. Et ça interdirait de fait la propriété, l'enrichissement capitalistique par un moyen médiatique, en tout cas. Ça permettra de rapporter 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, voilà comment on pourrait financer et des écoles, et des hôpitaux publics, et des services. Donc là, du coup, Manon, c'est bien, mais là, je te le dis, le camarade Padu, il va pas être convaincu. Là, t'as toujours pas... Je n'osais rien dire, parce que je me suis dit, on fait une capsule en mode post-amphi pour être un peu dans la hype. Et moi, je trouve ça un peu naze, 15 milliards d'euros, oui, très bien, 15 milliards d'euros. Ouais. C'est surtout que t'as pas interdit les milliardaires en faisant ça. Tu vois, je veux dire, t'as effectivement... Moi, je trouve ça... Je te dis, la taxe Zuckman, ça m'amuse vraiment, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, c'est vrai que ça part de 15 milliardaires et ça arrive avec 15 milliards sur la taxe Zuckman. Tu vois, et puis l'impôt sur la fortune et tout. Donc c'est vraiment... Moi, je dis, le saut qualitatif, il est inaudible. Moi, je trouve que c'est... Je suis désolé, là, je vais rager. Non, mais toi, t'es trop marxiste. Non, mais c'est inaudible parce que c'est trop radical pour les noisettes et pas assez radical pour les gens radicaux. Et donc, du coup, tu comprends pas où est-ce que c'est. Les noisettes vont dire, il faut interdire les milliardaires, c'est horrible, machin et tout. Et les non-noisettes vont dire, bon, c'est quoi cette histoire de 3%, on gratte 15 milliards et tout. Ouais, ok. Non, ouais. Je suis pas en accord, moi. Il faut marquer le chemin. Tu sais, nous, comme on dit, l'important, c'est de se dire, en tant que marxiste, nous, ce qui nous intéresse, c'est le chemin et pas l'état où on en est, quoi. Mais pour te dire qu'il y a des gens qui comprennent très bien, j'avais fait un tweet là-dessus. Il dit, il y a Raphaël Grabli, là, qui est un commentateur économique, quoi, qui dit, j'ai regardé la conférence en entier, mais je n'ai toujours pas compris comment supprimer les milliardaires. Donc ça, t'es d'accord, pas du. Voilà. Ouais. Et en fait, tu vois, il va comprendre. Il dit, vous voulez faire en sorte que Bernard Arnault ne soit plus milliardaire, il faut saisir son entreprise, donc on nationalise LVMH. Voilà. Donc il a très bien compris. Il va même plus loin, voilà, ça c'est plus clair, moi je trouve. C'est ce qu'il faut faire, tu vois. Donc, non, peut-être peut pas se permettre de dire ça. Par contre, je pense que c'est ça qu'à la fin il faut dire. Et pour le coup, là, c'est fondamental de comprendre qu'il va falloir effectivement décapitaliser ce pays, quoi. C'est-à-dire déprivatiser ce pays. Aujourd'hui, les entreprises sont surcapitalisées, c'est ce qui crée de la crise. Et c'est ce qui crée qu'en fait, on a une suraccumulation du capital, fait que ce capital n'est plus rentable par l'exploitation, par le taux d'exploitation. Alors, il y a quand même... Enfin, en tout cas, difficilement rentable, d'où le fait qu'ils essaient quand même encore de le rentabiliser en surexploitant les gens, couper l'assurance chômage, augmenter la retraite, etc. Mais le dernier moyen, le plus important pour faire de l'argent, c'est de réinvestir ce capital en capital fictif, c'est-à-dire spéculer et tout. Donc, ce qui empêche la circulation et le développement des forces productives. C'est ce que Marx explique bien dans le livre 2, livre 3 du Capital. Voilà. Donc là, on est dans cette crise-là de suraccumulation. Et donc, il va falloir casser du capital. Il va falloir littéralement en détruire, voire le rendre public, quoi. Voire même carrément en détruire. Dire à Bernard Arnault, soit on nationalise, soit on exproprie, voire même on te rachète tes actions qui sont estimées à je sais pas, 200 € de LVMH, on te les rachète à 1 € chacune, tu vois, pour vraiment, mais vraiment détruire du capital, quoi. C'est vraiment fondamental, quoi. Et là, ce mécanisme-là,
il va être très très important. On a parlé des mécanismes de la dette, c'est là où on va faire la critique et on continuera. Aujourd'hui, il y a, et c'est ce qu'on a vu avec la dette chez Mélenchon, allez voir cette capsule, pareil Manon Aubry, cette volonté d'interdire les milliardaires, il y a la vraie volonté de gauchiser, je trouve ça bien, il y a une vraie direction, mais il n'y a pas les manettes pour le faire. Les manettes sur la dette, si vous ne nationalisez pas les 12 banques systémiques françaises, on y reviendra, c'est un peu des mécanismes complexes, mais vous ne pouvez pas simplement créer un autre pôle bancaire. Il va falloir faire racheter de la dette par les banques françaises et donc rentrer dans leur capital, les nationaliser tout ou partie, etc. Si vous ne sortez pas de l'euro, c'est pareil, ça ne suffira pas, vous ne pourrez pas contraindre la BCE. Donc vraiment, vouloir supprimer de la dette, il faut avoir les manettes. Là, c'est la même chose. Si vous voulez empêcher les milliardaires, il va falloir utiliser les manettes de la destruction de capital. Et donc, c'est pas une taxe Zuckman augmentée à 50% qu'il va faire. C'est littéralement une taxe Zuckman à 60%. C'est de dire, ok, vous avez 100 millions, l'année prochaine, vous devez payer 60 millions. Vous pouvez pas, ok, bah vous nous donnez tant de votre patrimoine, tu vois, pour vraiment sortir du rapport de la propriété privée. Donc, vraiment, c'est fondamental. Et là, on le voit pas très bien. Vraiment, le problème, je trouve, c'est que le fait qu'il soit milliardaire, c'est une conséquence, en fait. C'est ça. C'est pas central. C'est comme, encore une fois, je reprends mon exemple de merde. Les hommes sont violents envers les femmes et portent une barbe, donc faut leur raser la barbe, tu vois. C'est un peu ça le truc. T'es là, ouais, je veux dire, c'est lié, oui, mais c'est pas si lié que ça, quoi. Et en fait, le fait qu'il soit milliardaire, c'est pas ça qui nous intéresse. En fait, si on fait le travail, il y aura plus de milliardaires. Mais c'est pas parce qu'on aura interdit les milliardaires, c'est parce qu'on aura fait en sorte qu'ils ne pourront plus constituer de gros groupes, exploiter des gens, qu'ils auront été expropriés ou alors qu'il y aura eu des nationalisations ou des choses comme ça. Mais je trouve qu'elle inverse le truc. C'est comme si tu disais, ouais, en fait, demain, là, on va interdire la pauvreté. Mais d'accord, ça veut dire quoi ça marche pas comme ça, je trouve. Tu peux interdire la pauvreté, dire c'est interdit de vivre sous 1200, peut-être que ça va forcer une loi où il y aura 1200, ça deviendra le salaire de base, je sais pas, du RSA. Et ce sera mieux pour les gens. Moi, je suis tout à fait d'accord. Tout comme si on interdit les milliardaires, ce sera sûrement mieux pour les gens. Mais je trouve que ça ne rentre pas dans un programme systémique de transformation de la société. Et en fait, ça peut être réutilisé différemment par, je sais pas, des gens qui vont diviser leur fortune, qui vont donner un bout à leur gamin, un bout à leur meuf, un bout à je sais pas qui, tu vois. Et à la fin, bon, ils auront plus ou moins la même puissance, plus ou moins le même argent, mais ce sera divisé sur 6 personnes. Plutôt que d'avoir 5 milliards, bah, chacun aura 800 millions, tu vois. Et c'est pareil, si demain tu dis, on va mettre le RSA à 1200, c'est mieux, mais si t'as pas le pouvoir et que c'est toujours le capital qui gouverne la France, il y aura un moyen de faire en sorte que ce truc de 1200, en fait, il y aura une inflation, je sais pas quoi, les salaires augmenteront et puis il y aura toujours des pauvres en France, même s'ils gagneront 1200 au lieu de gagner moins. Et vraiment, il faut faire gaffe à ça parce que, en fait, il y a quelque chose de c'est pour ça que je dis un peu démago, mais qui paraît trop facile. C'est bien, ça va dans le bon sens. Moi, je préfère que Manon brise ça plutôt que taxer les riches, mais ça suffit pas. Et il faut quand même que les insoumis s'en rendent compte. Moi, je sais pas à quel point tout le monde s'en rend compte chez les insoumis. Moi, j'espère. Je pense que de plus en plus, ils s'en rendent compte parce que de plus en plus, il y a une radicalisation de la base insoumise. Et je pense que les idées marxistes n'y sont pas pour rien. Mais vraiment, il faut faire attention parce que c'est un coup à décevoir tout le monde. Et quand on déçoit tout le monde, quand la gauche dite de rupture déçoit tout le monde, après, c'est la fenêtre se referme, la fenêtre de bifurcation sociale, elle se referme pour 25, 30, 40 ans, quoi. C'est très important ce que tu dis à la fin, c'est que oui, en plus, tu vas te faire attaquer. Parce qu'en fait, soit dans un vrai débat, s'il y a des adversaires politiques un peu sérieux, il faut dire, en fait, vous faites comment pour interdire les milliardaires ? Et t'as raison, il faut des dispositifs qui les empêchent de devenir milliardaires, et pas simplement qui les limitent aux 999 millions, tu vois. Et si à la fin, vous avez un adversaire sérieux, il va vous dire, vous faites comment ? Ah bah la taxe Zuckman, machin, bah le gars il va te dire c'est pareil que le PS ou les Verts en fait. Mais eux ils disent pas qu'ils interdisent les milliardaires, tu vois, il faut juste dire c'est de la redistribution, tu vois. Donc vraiment, il y a un risque même, pas simplement de décevoir, mais de pas être capable de défendre son programme. C'est que là aujourd'hui, il y a un risque de dire, si vous voulez interdire les milliardaires, ce qui est très bien, empêcher, impossibiliser les milliardaires, les dispositifs que Manon Aubry vient d'énumérer ne sont pas des dispositifs qui le feront. Ce ne sera pas possible. Surtout que le capital va se suraccumuler. Donc le fait, c'est l'impôt sur le revenu n'a pas empêché de constituer les plus grosses fortunes de tous les temps qu'on a aujourd'hui dans la société capitaliste. C'est des mécanismes de redistribution. Ça n'empêche pas les mécanismes de distribution de base de l'argent, qui sont les mécanismes capitalistes. Donc il y a un vrai risque même de s'empêtrer, de se prendre les pieds dans le tapis entre ce qu'on veut faire et ce qu'on va réellement être capable de faire. Et ça, c'est des brèches pour les adversaires, quoi. Alors on va finir juste, rigolo, parce qu'il y a des gens qui ont très peur par contre, parce que en fait,
Elle a dit que Manon Aubry, attends, j'ai pas entendu la fin parce que là t'es prêt. C'est le retour des heures les plus sombres de l'histoire, Padu. Et je vais même plus loin. D'un point de vue purement économique, qui est ce sur quoi moi j'ai beaucoup travaillé. Si on regarde dans le détail, je veux vous convaincre aussi à quel point les milliardaires sont des formes de nuisibles. J'assume. Je sais, il y a déjà des extraits qui vont être pris. Regardez, les insoumis trouvent que les milliardaires sont des nuisibles. Oui, j'assume. Allez-y, faites un extrait. Nous, on est d'accord. Ce sont des nuisibles. Par contre, il y a des gens qui vont pas être d'accord, a priori. Écoute bien. Jean-Michel Apathy, qui nous dit... Il est très, très énervé, Jean-Michel. En ce moment, il est vraiment énervé contre... C'est vraiment... Je sais pas attends. Juste pour vous poser la base, là, il vient juste d'entendre les milliardaires sont des nuisibles. Quoi. C'est juste la phrase qu'a dit Manon Aubry. C'est ça. Et donc lui, il est là pour, tu sais, faire la propagande et tout. Donc, on vous l'a dit, la diabolisation, l'antisémitisme, Le Pen, etc. Donc là, il va nous dire 1886, Édouard Drummond de la France juive. Écoutez bien Yann Barthès. Et je sais pas moi qui le dis, c'est les insoumis. Hein. Ils sont contents qu'on reprenne. Le juif est un animal nuisible. C'est le même mot qui est repris par Manon Aubry, Yann Barthès. Le même. 1933, et là je prends la date à dessein. Adolf Hitler. Je ne vous raconte pas qui est Adolf Hitler. Devant les évêques allemands, depuis 1500 ans, l'Église catholique considère les Juifs comme des êtres nuisibles. Je reprends cela et je rends le plus grand des services au christianisme. Manon Aubry, dans la continuité de Drummond et Hitler, nous dit les milliardaires sont des nuisibles. Écoutez bien Yann Barthès, nous sommes en 2026. On va fêter bientôt les 90 ans de la Shoah et nous avons des gens qui se présentent à l'élection présidentielle en utilisant le mot nuisible. Ce sont les mots de la violence et du totalitarisme. Étonnant, non ? Non mais ce gars quoi, le gars il entend nuisible, il pense aux juifs. Enfin, le gars se dit pas j'ai un petit problème. C'est un truc de ouf quand même. Mais il reprend vraiment tout le... Déjà, il entend nuisible, il pense aux juifs, il entend milliardaire, il pense aux juifs, mais c'est les autres qui sont antisémites, quoi. C'est un truc de sens. Mais c'est fou, mais tu sais, il y avait eu le même débat là, quand Mélenchon avait dit financier, tu sais, Oui. Et ça, c'est vraiment un truc du... Alors, c'est le détournement de ce qu'avait dit Bebel, un grand marxiste, Auguste Bebel, qui avait dit l'antisémitisme et le socialisme des imbéciles, tu vois. Mais eux, en fait... Ils ont fait en sorte que l'antisocialisme et l'anti-antisémitisme des imbéciles. Ils se sont dit, être anticommuniste, maintenant, c'est lutter contre l'antisémitisme. Tu vois, c'est la même chose. Donc, si tu critiques les milliardaires et les financiers, t'es antisémite. La campagne contre Mélenchon, je me rappelle que sur les financiers, avait été lancée par des personnes, je ne donnerai pas leur nom, mais vous allez vous renseigner, qui aujourd'hui soutiennent corps et âme le génocide en Palestine. Hein. Donc c'est vraiment les pires sionistes, des gens qui vont attaquer Mélenchon pendant toute la campagne. Et là, je vais conclure là-dessus, parce que là, Jean-Michel Apathy, on n'est pas surpris. Qui est surpris? Genre, qui aurait pu prédire? Mais ça donne le ton de la campagne. Et ce que j'aime bien avec Manon Aubry, c'est qu'elle a dit « Bas les couilles, prenez vos clips, faites-vous plaisir, etc. » Donc, il attaque tellement la mauvaise personne. Manon Aubry, je trouve que c'est quelqu'un qui, pour le coup, dans le camp de la France Insoumise, a une image qui est nickel. Bah oui. Personne peut se dire Manon Aubry antisémite, c'est complètement con comme truc. Ah mais non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc vraiment, c'est... je veux dire, elle joue pas sur... Je dis pas que les autres sont antisémites, mais il y en a à la France Insoumise qui vont avoir un côté clash, tu vois. Ouais. Je prends, je sais pas, un Guiraud, un Delogu, ils ont un côté clash et tout, donc du coup, ça va plus passer de dire ouais, mais en fait, machin et tout. Là, Manon Aubry, je veux dire, elle est assez lisse, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça, encore une fois, qu'elle passe bien pour les élections européennes, parce que c'est un électorat qui est un petit peu plus cossu, un électorat un peu plus sérieux, entre guillemets, même si les gens qui votent pour Manon Aubry aux élections européennes, c'est plutôt les plus populaires des élections européennes, mais quand même, quoi. Manon Aubry, elle sert justement, je trouve, à avoir cette aile qui peut rassurer certaines personnes. Donc aller l'attaquer elle, je trouve que c'est même pas très intelligent de la part d'Apathy, tu vois. Ça marche mieux quand ils prennent les propos de David Guiraud sur Sabra et Shatila en les queutant dans tous les sens pour faire genre qu'il est antisémite ou je sais pas quoi. Je pense vraiment que ça marche mieux pour les gens qui ne connaissent pas ce que dit Guiraud réellement, qui en fait est un militant antiraciste et anti-antisémitisme, mais ils essaient de le faire passer pour un antisémite et ça peut marcher. Sur Manon Aubry, ça marche pas, je trouve. Et moi, je trouve ça très bien, c'est qu'ils essayent, c'est pas surpris qu'ils tombent dedans, et Manon le pré-shot, et elle dit, bah les couilles. Et là, je me dis, cette volonté, alors ok, il n'y a pas les manettes, mais on va y travailler, on continue, voilà. Mais cette volonté, plus ce côté, je vais utiliser ce mot-là, et vous allez rien faire, c'est quand même
exactement ce que nous, on attend de la France insoumise, hein, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, c'est la conclusion, se dit, j'ai vu Lordon faire ça, le camarade Lordon. On va faire la grande réconciliation avec tous les camarades bientôt, avec Wissam, avec Lordon et tout. Mais vraiment, avec Anas. Alors, je sais pas trop si tout le monde se met derrière la FI, ça va être facile, mais bon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde commence à dire la FI peut gagner, va gagner. On était un peu seul il y a 16 mois quand on faisait ça, mais tant mieux que tout le monde commence à comprendre que la situation concrète le permet. On demandait de la radicalité du programme, donc il y a quand même une volonté. On va voir dans les faits, le programme n'est pas encore finalisé. Je crois que ça va être vers octobre, novembre, parce qu'il y a eu des consultations et tout. On demandait de la volonté d'être anti-système et d'en avoir rien à battre des médias et de pas lisser son discours. On le voit avec Manon Aubry, donc ça va dans le bon sens. On est encore le 22 août, la rentrée est pas là. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi ça me hype. Je suis bouillant, ouais, je suis chaud. Bah, moi, ça me hype. Et puis, encore une fois, c'est en prenant des positions comme ça aussi qu'on crée de la réactance. Alors, de la réactance de marxistes rabougris comme nous, parfois sur certains trucs, pas précis ou je sais pas quoi, mais aussi de la réactance de la droite. Et du coup, qu'on persiste et signe, tu vois. Parfois, poser quelque chose, mais nous aussi, on le fait parfois, tu vois. Poser quelque chose, c'est créer un débat, tu vois. On parle de la Chine, il y a des gens qui vont s'arracher les cheveux en disant « Ouais, qu'est-ce qu'ils ont dit sur la Chine ?» Et ça crée un débat, ça crée de la production théorique dans les deux sens et tout. Ça crée une brèche. Voilà. Ça crée une brèche qui n'aurait pas été là si elle avait dit taxer les riches, tu vois. Exactement. Or, elle a dit taxer les riches, c'est pas suffisant. Et à ce moment-là, on vient poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire à part taxer les riches ? Comment est-ce qu'on interdit les milliardaires ? Est-ce que c'est vraiment ça qui est intéressant ? Et on va plus loin, quoi. Enfin bref, top. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à donner sur le Tipeee, c'est ce qui nous aide le plus. N'hésitez pas aussi à aller voir les projections de notre film, notamment la projection là, qui aura lieu le 27, c'est bientôt, à Coulombiers, dans la Vienne. Je serai à cette projection en compagnie de ma camarade et grand maître Zoé. Alors vous pourrez voir du coup Padu et Zoé en même temps, parce que je sais que vous le réclamez, et là vous pourrez les voir en même temps, et en vrai, vous allez voir qu'ils s'entendent bien. Voilà, les gens se posent des questions sur votre couple. Voilà, on fera l'effort, YouTube. C'est vers 19h, vous pouvez vérifier sur le site la-brèche.org. Et pour les autres qui ne sont pas dans la Vienne, vous pouvez aller voir la projection du film à l'assaut du ciel Cuba ou la solidarité anti-impérialiste, un peu partout en France. Vous pouvez organiser vous-même des projections. Et sur ce, je vous dis à plus. Salut les gens.